Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e numéro du Politalk, le grand débat, le grand débrief. Vous allez comprendre pourquoi dans un tout petit instant, mais avant cela, les invités du jour avec Léa Chamboncel. Qui recevons-nous aujourd'hui, Léa? Alors nous recevons aujourd'hui Yaël Braun-Pivet. Vous êtes députée de La République En Marche des Yvelines et vous êtes plus précisément présidente de la commission des lois. Nous recevrons en seconde partie d'émission Jean Massier, qui est le fondateur d'Acropolis, mais qui est aussi l'organisateur du Grand Débatton, avec une dizaine de ministres. Il nous en parlera en seconde partie d'émission. Et oui, et je vous le disais donc tout à l'heure, le grand débat touche donc bientôt à sa fin. Sorti du chapeau par Emmanuel Macron fin novembre pour répondre à la crise des Gilets jaunes, la grande consultation a été lancée le 15 janvier dernier. Et après plusieurs milliers de réunions locales et le million de contributions déposées sur le site, l'opération du gouvernement doit prendre fin d'ici quelques jours. Contribution majoritairement organisée autour des 4 thèmes qu'a choisi l'exécutif, à savoir fiscalité des dépenses publiques, transition écologique, démocratie et organisation de l'État. Et toute cette semaine du 11 mars, syndicats, élus et associations vont se retrouver les 11 et 13 mars à Paris pour 4 conférences nationales sur les thématiques de ce grand débat. S'en suivront plusieurs débats prévus ici même à l'Assemblée nationale et au Sénat. On va revenir sur tout cela dans quelques instants avec Léa Chamboncel, mais avant cela, nous accueillons Andreas Chaib. Bonjour Andreas. Bonjour, bonjour. Andreas Chaib qui a la dure tâche d'organiser et de présenter notre invité du jour, Yaël Braun-Pivet, députée des Yvelines. C'est le CV d'Andreas Chaib. Alors, Yaël Braun-Pivet, comment vous présenter ? Yaël Braun-Pivet, vous êtes née en 1970 à Nancy, mariée et mère de 5 enfants. Vous avez exercé pendant plusieurs années la profession d'avocate, spécialisée d'abord en droit pénal, puis en droit des affaires. Élue députée de la 5e circonscription des Yvelines, vous aviez battu Jacques Millard et vous êtes notamment illustrée sur divers sujets en travaillant par exemple sur la question des prisons. En 2016, vous décidez de rejoindre Emmanuel Macron, vous qui avez plutôt une fibre de gauche. De vos propres mots, ces propos modérés sur la déchéance de nationalité vous ont donné le sentiment d'apercevoir une position nouvelle. Vous participez donc à des réunions publiques d'En Marche, puis rejoignez le comité de votre région, l'Île-de-France. Et votre premier coup médiatique viendra quelques semaines plus tard lorsque vous sortez l'ancien député Jacques Millard, devenu célèbre pour ses sorties médiatiques souvent très sulfureuses, en l'emportant avec 58,99% des voix au second tour des législatives. Vous êtes ensuite élue présidente de la commission des lois face à l'ex-PRG Alain Tourret. Selon Le Monde, votre parcours tranche à la tête d'une commission dont l'usage voulait que la fonction soit plutôt réservée à des hommes, députés généralement expérimentés, et vous êtes ainsi la deuxième femme à accéder à ce statut sous la 5e République, 20 ans après Catherine Tasca. Mais c'est à partir de ce moment-là que votre parcours politique devient, disons, plus sinueux. Votre début de mandat est marqué par une série générale dans le groupe majoritaire de maladresse et entre petites phrases et grandes critiques de l'opposition, vous devenez l'une des figures de la majorité, pointée du doigt parfois pour son inexpérience. Il y a encore quelques mois, vous avez connu la critique en tant que co-rapporteuse de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale mise en place après l'affaire Benalla. Notons d'ailleurs à ce propos que vous aviez déposé plusieurs plaintes pour injures et menaces à la suite de votre décision en janvier 2019 de ne pas poursuivre l'enquête plus avant. Mais de manière générale, votre travail comme présidente de la commission des lois est finalement salué par l'ensemble des groupes parlementaires. Concernant vos activités, vous êtes à l'origine de plusieurs visites de terrain dans des prisons, des centres de rétention administrative notamment, menées avec des députés membres de la commission des lois de manière simultanée sur l'ensemble du territoire. Vous illustrez d'ailleurs sur ce sujet en faisant un cheval de bataille sur lequel vous œuvrez. Et dans le prolongement de ces visites, 4 groupes de travail avaient été créés et mis en place au sein de la commission des lois. Groupes qui avaient pour objectif d'émettre des recommandations concernant la prise en charge des détenus présentant des troubles psychiatriques, mais également la diversification des conditions de détention par le recours aux établissements ouverts, l'activité de détention ou encore le lien avec le tissu économique local dans la perspective d'une meilleure réinsertion. Et dans votre rapport, vous en tirez les conséquences de ces travaux et proposez de construire 18 centres pénitentiaires de réinsertion
réinsertion, CPR, de 150 places maximum chacun, soit approximativement 2700 nouvelles places en milieu ouvert. Concernant les autres sujets sur lesquels vous planchez, on trouve également la loi pour la confiance dans la vie publique. À votre initiative, un amendement soutenu par le gouvernement avait été mis en place visant à durcir le régime des sanctions applicables aux parlementaires touchant illégalement des indemnités dans les entreprises publiques ou les autorités administratives. Alors, après ce bref rappel de votre parcours, Yael Braun-Pivet, et avant d'aborder la question de l'actualité avec le débrief du grand débat, une question qui n'a pas encore été résolue se pose. Une question sans réponse. Une question que tous les juristes de France et de Navarre se posent. Une privatiste à la tête de la commission des lois. Ça va ? Eh oui, Yael Braun-Pivet. Ça va très bien, c'est-à-dire, est-ce que vous partagez du coup le portrait qu'a dépeint Andreas Scheib de vous? Oui, en partie, forcément, quand on parle quand on entend quelqu'un parler de soi, c'est toujours un moment assez particulier, assez nouveau, et c'est le cas depuis que je fais de la politique. Donc après, c'est la perception qu'il a de moi et de mon parcours, et donc voilà, c'est la sienne. J'en partage la plupart des moments. Très bien, on va retrouver à présent donc Léa Chamboncel qui va revenir avec vous, Yael Braun-Pivet, sur ce grand débat. Le grand débat, quelle suite a donné suite à cette consultation qui a été ouverte le 15 janvier dernier? Merci Martin, merci Andreas pour ce CV, merci Madame la députée, Madame la Présidente. Effectivement, donc le grand débat va arriver à son terme d'ici quelques jours, très très bientôt, le 15 mars. Deux mois intenses, car plus de 10 000 réunions, plus de 334 000 propositions ont émané de ces réunions. Plus de 160 000 contributions aussi sur la plateforme numérique mise en place par le gouvernement, ce qui est quand même une prouesse, quelque chose de très intéressant, quelque chose de très novateur. Est-ce que pour vous, on est à un tournant de la vie politique en France? Est-ce qu'on est dans une phase où la participation démocratique se voit challengée dans une certaine mesure? Et si oui, dans quelle mesure et à quelle fin? Et comment vous percevez cette évolution? Il y a beaucoup de questions en une seule. Oui, on est à un tournant parce que depuis des années, on nous disait les Français délaissent, ne s'intéressent pas à la politique, finalement ne s'y intéressent que lorsqu'il y a des élections, lorsqu'il y a un enjeu, et le reste du temps, finalement, ne sont peu préoccupés par ces questions-là. Les Français s'abstiennent, ne votent pas, n'ont pas d'avis sur tel ou tel sujet, et on s'aperçoit avec ce débat que d'aucuns pensaient qu'il serait un échec. Qu'au contraire, les Français sont passionnés par la politique, que les Français ont envie de donner leur avis, qu'ils ont envie de le partager, que ça n'est pas unilatéral, que ça n'est pas juste moi voilà ce que je pense. Ils s'intéressent à ce que pense l'autre, ils sont très respectueux du débat. Et moi, je trouve que c'est un moment assez extraordinaire, en fait, dans notre vie politique, et ça ne peut être qu'un tournant. En tout cas, il faut que ça soit un tournant, parce que cette expression qu'on voit lors de ce grand débat, il faut qu'elle perdure. Il faut maintenant qu'elle infuse la société à tous les échelons, parce que là, on parle de grand débat au niveau national, mais on sent que les Français ont envie de débattre aussi du local. Moi, l'autre jour, j'ai organisé une réunion publique à Sartrouville avec des jeunes. Ils ne m'ont parlé que du local, que de leur vie quotidienne, de leurs enjeux. Et donc, cette envie de débattre, d'être associé aux décisions, elle est vraiment à tous les niveaux. Donc, il faudra qu'on s'en saisisse, à mon sens, à tous les niveaux et dans la durée. Quand vous dites s'en saisir, est-ce que il sera envisagé effectivement donc une réforme des institutions? Ça, on a cru comprendre que ce sera mis sur la table à court terme. Et est-ce que dans cette logique-là, il va y avoir quelque chose qui sera fait en plus pour cette logique de démocratie participative, plutôt voire délibérative? Est-ce qu'il y a des pistes qui sont déjà envisagées, peut-être au sein de la commission ou au sein du gouvernement? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez éventuellement déjà nous dévoiler aujourd'hui? Vous avez raison, c'est un des grands enjeux de la réforme institutionnelle. Ça l'était déjà. On réformait ce qu'on appelle le Conseil économique, social et environnemental. Et l'idée, c'était de dire, voilà, il faut donner plus de place au corps intermédiaire. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que oui, il faut donner plus de place au corps intermédiaire, mais pas seulement. Il faut aussi donner plus de place à la participation directe des citoyens. Donc, l'idée, c'est de
développer les formes d'expression du citoyen, des corps intermédiaires. Donc, est-ce que c'est au sein du CESE, donc avec un CESE rénové? C'est ce que nous proposions dans la réforme constitutionnelle avec une nouvelle appellation qui était le Forum de la République, pour en faire vraiment ce lieu de débat de la République, donc corps intermédiaires et citoyens. Ça peut être autre chose. L'important, en fait, ça n'est pas tant la forme que le fond. Trouver ces espaces de discussion, de débat, pour que les citoyens et les corps intermédiaires soient plus associés à la décision politique. Ça veut dire aussi être plus associés en amont. Donc, ça n'est pas juste dire aux citoyens, par exemple, par l'intermédiaire d'un référendum, est-ce que vous êtes d'accord avec telle ou telle chose, mais c'est vraiment les faire participer en amont sur les enjeux, sur les grandes perspectives, sur, voilà, et moi, je pense que alors c'est une idée comme une autre, mais faire tous les ans avoir une grande thématique de débat national sur la fiscalité, sur la solidarité, sur la formation, mais vous voyez, pour que les citoyens puissent s'emparer et aller au fond des choses. Moi, finalement, je trouve que leur demander de temps en temps par référendum de donner leur avis, c'est bien, mais c'est pas suffisant en fait. Je trouve que ça serait assez déceptif de n'avoir que cette réponse-là. Il faut qu'on aille plus loin, qu'on soit plus imaginatif, qu'on soit plus créatif pour, à mon sens, répondre beaucoup mieux à cette aspiration des Français qui est une aspiration à la décision, mais qui est aussi une aspiration au débat. Merci beaucoup. La synthèse de tout ce débat qui a été mis en place pendant les 2 derniers mois sera réalisée au mois d'avril. On sait qu'il y a déjà un certain nombre de propositions qui ont été détricotées, qu'il y a eu une réunion à Matignon dimanche sur ces questions. Quel serait pour vous, à ce stade, le bilan provisoire en fait de ces 2 mois de débat ? Pour le moment, moi, ce que j'ai entendu des diverses réunions auxquelles j'ai assisté, donc sur ma circonscription principalement, c'est une aspiration à l'équité sociale, à l'équité fiscale, à l'équité dans l'éducation, se dire qu'on a tous les mêmes chances. Quand on parle d'équité fiscale, c'est se dire, moi, je veux bien payer des impôts, ça ne me pose pas de difficulté, mais je veux que l'effort soit réparti de façon équilibrée. Donc, c'est insupportable de voir que les GAFA ne sont pas imposés. C'est insupportable de voir qu'il y a autant d'évasion fiscale. C'est insupportable de voir que certaines personnes, de par non plus de l'évasion, mais simplement de l'optimisation, réussissent à éluder l'impôt. Et souvent, on entend aussi, c'est insupportable qu'il soit aussi mal réparti, finalement. Et c'est vrai que l'impôt, aujourd'hui, n'est pas forcément très bien réparti en France. Donc, une aspiration à l'équité, et puis une aspiration à l'efficacité. C'est-à-dire que on entend beaucoup parler, par exemple, de la Cour des comptes. Les gens me disent, en réunion publique, disent « Oh là là, la Cour des comptes, ils font plein de rapports, mais les rapports, ils sont enterrés, et vous ne suivez jamais les recommandations. » Alors, d'une part, c'est pas vrai. C'est vrai que la Cour des comptes établit elle-même un tableau de suivi de ces recommandations, et on voit bien que les recommandations sont suivies en grande partie. Après, est-ce qu'elles pourraient être mieux suivies? Est-ce que, vous voyez, se dire, vous avez une politique, moi je l'entends, cette politique, vous avez un objectif qui est de créer de l'emploi, de réduire telle ou telle inégalité, mais vérifiez-le. En fait, oui, vous avez le droit de parier en fait sur cette politique-là, mais 1 an après, 5 ans après, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a marché? Est-ce que c'était la bonne politique? Que disent les experts? Que dit la réalité, les chiffres? Évaluer. Et après, si c'est le cas, continuer, amplifier, mais en revanche, si on se rend compte que ça marche pas, on change. Et en fait, on a entendu beaucoup ça sur, alors le CICE, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément, mais on entend ça sur la formation, sur un truc abscon qui s'appelle les partenariats publics-privés, etc., etc. Donc, il faut faire plus d'évaluation, plus de contrôle, en fait, mieux piloter ce qu'on fait. Et on sent bien que les Français, ils ont le sentiment, à tort ou à raison, que parfois il y a de l'argent qui est jeté par les fenêtres, par les politiques. Pas forcément, encore une fois, de façon mal intentionnée, mais que le résultat, c'est ça. C'est que c'est jeté par les fenêtres et que finalement, on a loupé nos cibles. Donc, soyons peut-être beaucoup plus méticuleux sur les actions que nous menons. Une autre question, Yaël Braun-Pivet.
Finalement, le projet d'Emmanuel Macron, et en particulier donc le programme sur lequel il a été élu au cours de ce grand débat, a quelque peu été mis de côté. Je pense notamment à la réforme des retraites, à la réforme de la justice. Tous ces projets sont-ils maintenus? Alors, je suis pas d'accord avec vous. Les projets, ils sont absolument pas mis de côté. La réforme de la justice, elle vient d'être votée définitivement par l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Et la réforme des retraites est toujours annoncée pour l'année 2019. Et nous allons bientôt aborder la grande réforme de la fonction publique. Les réformes ne sont pas arrêtées. Maintenant, il faut écouter ce que nous disent les gens et nous ne pouvons pas, et c'est ce que je disais au départ, continuer comme si de rien n'était. On a ce grand débat, on a eu ces manifestations qui ont montré et qui ont dit quelque chose et qui nous ont dit quelque chose. Donc on ne peut pas être sourd, on ne l'a pas été puisqu'il y a eu des mesures fortes, il y a le grand débat. Maintenant, il faut que, bien évidemment, il en soit tiré des conséquences sur nos politiques, mais les gens nous disent, par exemple, pour reprendre l'exemple des retraites, il faut le système des retraites actuel, quand je vous parle d'équité, est pour le moins inéquitable. Et les Français nous le disent pendant le grand débat. Donc il ne faut surtout pas renoncer à nos réformes. Je crois bien au contraire. En revanche, il faut entendre les Français sur ce qu'ils attendent de ces réformes-là pour peut-être mieux les conduire. Très bien, merci beaucoup Yaël Braun-Pivet donc pour cette première partie de questions avec Léa Chamboncel. On accueille à présent Mehdi Chic. Bonjour Mehdi. Membre de Génération d'Avenir. Et finalement, on reste un petit peu dans le cadre du grand débat et plus généralement donc de ces manifestations, de ces revendications des Gilets jaunes, puisque Mehdi va nous parler aujourd'hui de la moralisation de la vie publique et de la vie politique. J'ai longtemps tergiversé sur ce que serait le thème de mon propos et c'est en lisant une enquête du Cevipof du 11 janvier 2019 que la lumière m'est apparue. Cette enquête s'interrogeait sur la confiance qu'ont les Français dans leurs institutions et les résultats sont effrayants. Aucune institution, excepté le conseil municipal, n'est jugée digne de confiance par une majorité de Français. L'Assemblée nationale où nous sommes aujourd'hui est en bas du classement avec un taux de confiance à 23%. 62% des Français n'ont pas confiance en leurs députés et quand on leur parle de politique, ils éprouvent pour 37% d'entre eux soit de la méfiance et pour 32% du dégoût. Et il semble du coup évident que nous vivons dans une crise de la représentation, crise qui se caractérise par une montée des extrémismes politiques, une montée de la violence et un mal-être perceptible chez nos concitoyens. La politique ne fait plus rêver, elle ne serait plus capable d'apporter des solutions à nos problèmes contemporains, politique dont on se méfie, politique qui serait dégoûtante. Mais tout espoir n'est pas perdu. Et en effet, le président de la République semble considérer ces problématiques comme étant importantes et le grand débat national pose le thème suivant, démocratie et citoyenneté, comment faire évoluer la pratique de la démocratie et de la citoyenneté. Tout d'abord, le problème ne vient pas des citoyens, il vient de leurs représentants. Les affaires DSK, Cahuzac, Big Malion, Fillon, Benalla, Dassault, Lagarde, Kadhafi, Thévenoud, Karachi, Balkany, etc., montrent aux Français une image calamiteuse de l'homme politique moderne. Homme politique qui perd de vue sa mission principale de servir le citoyen et non pas de se faire servir par celui-ci. L'image d'un homme politique qui ne sert pas les intérêts de la communauté mais les siens, qui est perverti par le pouvoir et qui, tel une moule sur un rocher breton, s'y accroche fermement. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans la généralisation. La majorité de nos représentants dans cet hémicycle en particulier sont voués à l'intérêt de la communauté et travaillent sans relâche pour aider les plus faibles. Je pense à Madame la députée Cécile Rilhac, Fiona Lazare et Bénédicte Pétel. Mais il suffit d'une tache de vin sur une chemise blanche pour qu'elle soit bonne à jeter. Alors, comment faire ? Comment faire pour que les Français retrouvent confiance en leurs représentants et en la politique ? La réponse tient en une seule phrase. Accomplis chacun de tes actes comme si c'était le dernier de ta vie. Marc Aurèle. Marc Aurèle est un empereur romain qui a tenté, tout au long de sa vie, politique notamment, de s'attacher à des principes moraux forts, d'abord pour lui et ensuite pour l'Empire romain. Il a régné à une époque difficile, peste, invasion barbare, mais grâce à sa manière de gouverner, elle a été perçue par le peuple de Rome comme une période heureuse et faste. Comment a-t-il fait ? Je l'ai dit. Il a accompli chacun de ses actes comme si c'était le dernier de sa vie. Et quand on fait ça sérieusement, on ne peut pas agir avec avidité, on ne peut pas agir avec sournoiserie, on ne va pas chercher seulement son plaisir ou ses intérêts personnels. On agit avec courage, honneur, sagesse, justice, force morale et tempérance. Et c'est ça
C'est ça l'image que doit renvoyer la politique. C'est ça l'image que doivent renvoyer nos élus. Et je pense qu'il est souhaitable qu'à la place de dégoût, quand on leur parle de politique, les Français pensent courage et sagesse. Alors oui, je porte mon humble contribution à ce grand débat national et je me permets, au nom du simple citoyen que je suis, de demander à nos élus, pour le bien de notre pays, d'accomplir chacune de leurs actions politiques comme si elle était la dernière de leur vie. Et comme je suis face à vous, je me vois obligé de vous faire ce reproche, car en appliquant cette maxime, la commission d'enquête sur l'affaire Benalla que vous présidiez à l'Assemblée nationale aurait poursuivi son travail, au lieu de quoi les Français ont assisté, et je le déplore, à une débandade de la commission, et pense que vous avez essayé d'étouffer l'affaire, et sincèrement, je trouve ça dommage. Dommage, car la République En Marche devait renouveler les pratiques, mettre en place une irréprochabilité, une exemplarité dans nos institutions, et c'est aujourd'hui un demi-échec. Dommage, car le Sénat a démontré qu'une telle commission avait lieu d'exister et de travailler. Et Monsieur Bas, et ça me coûte de le dire, s'est comporté en homme d'État, et vous êtes passé à côté. Alors oui, cette exigence qui est d'accomplir tous ces actes politiques comme s'ils étaient les derniers de notre vie est difficile, très difficile. Et cet exercice peut amener à être impopulaire, à perdre son mandat ou ses avantages, mais comme disait Anna dans Kaamelott, quand on veut être sûr de son coup, mon petit bonhomme, on plante des carottes, on ne joue pas les chefs d'État. Et je pense sincèrement que sur le long terme, les Français verront la différence et peut-être vous feront confiance. Merci beaucoup Mehdi pour cette chronique justement voilà sur la moralisation à la fois de la vie publique, de la vie politique. Dans une première partie, finalement, l'idée c'était de savoir si l'image que l'on peut avoir du politique était la bonne ou non. Est-ce qu'elle avait évolué au fil du temps, hein. Mehdi qui a très justement cité Marc Aurèle, donc avec les actes des politiques, le politique comme si c'était le dernier acte de sa vie. Et puis donc cette partie sur l'affaire Benalla. Est-ce que l'Assemblée nationale finalement est passée à côté de l'affaire Benalla, laissant la main à Philippe Bas et à la commission d'enquête du Sénat. Yael Braun-Pivet. Beaucoup de choses à dire. Déjà, je voulais pointer un paradoxe que vous avez évoqué sur la défiance que les Français pouvaient avoir vis-à-vis de leurs hommes politiques. Et en même temps, vous avez parlé d'un sondage qui indiquait que 62% des Français, je crois, je ne sais pas si le chiffre est exact, avaient confiance dans leur conseil municipal. Ou en tout cas que c'était les gens qui étaient élus du conseil municipal et donc leur maire qui inspiraient le plus confiance aux Français. Et lorsqu'on voit le nombre d'élus que nous avons en France, 99% des élus français sont membres de conseils municipaux ou maires, puisque nous avons un peu plus de 35 000 communes. Donc c'est très paradoxal parce qu'ils n'ont pas confiance dans les politiques, mais en même temps ils ont confiance dans les maires et dans leurs conseils municipaux, et c'est 99% de la classe politique. Alors, je serais pas tout à fait d'accord avec vous parce que mine de rien, les élus municipaux, c'est un peu le travail de l'ombre. Vous êtes les chevaliers du jour. On vous voit beaucoup pas forcément vous, je généralise bien sûr, sur les plateaux télévision, dans les journaux, dans la presse écrite et presse digitale. Donc je pense que il y a peut-être ce détachement vis-à-vis des gens qui travaillent dans les communes parce qu'on ne les voit pas et peut-être parce qu'on les apprécie plus, peut-être parce qu'on ne les voit pas. Mais je suis pas d'accord parce qu'on les voit justement. On dit toujours le maire c'est celui qui est à portée de baffe parce que le maire c'est celui que vous allez croiser dans la rue, le conseiller municipal aussi. Donc non, c'était justement pour dire que en fait, je pense que la réalité c'est que les Français ont confiance dans leur classe politique et que effectivement certains avec qui ont eu des affaires et qui ont été jugés pour cela sont le symbole de la défiance en fait de l'opinion, alors que la réalité elle est complètement inverse. C'était juste ça que je voulais pointer et je trouve ça plutôt rassurant pour nos hommes politiques et pour l'impression que les Français ont en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, oui, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Non, mais je suis assez impressionné par votre réflexion parce qu'elle arrive en fait à mettre en perspective justement ce que je venais de dire. Aujourd'hui, peut-être que je me trompe et que c'est un paradoxe. Alors, j'ai lu l'étude et dans ce cas-là, c'est tous les Français qui ont un comportement qui serait paradoxal. Les chiffres qui sont sortis montrent qu'il y a une défiance, montrent qu'il y a une véritable défiance. Maintenant, si parce que les Français ont confiance à 53%, ce n'est pas une majorité exceptionnelle, c'est pas 60%, c'est pas 70%, en leur conseil municipal, est-ce que ça veut dire que la face visible
de notre représentation politique est exempt de toute critique? Je ne pense pas. Comme je le répétais, la face cachée de l'iceberg, ce sont les élus des communes. Ces élus-là, ils portent, si vous voulez, un peu la légitimité et ils portent aussi le bien fondé de de la représentation nationale. Si on veut... C'est-à-dire? En fait, si on veut... C'est-à-dire quoi, le bien fondé de la représentation nationale? Expliquez-moi. On va inverser les rôles. Non, ça va être simple. 53% des Français ont confiance dans leurs élus, au niveau de la commune. 32% des Français éprouvent du dégoût pour la classe politique. Ça veut dire qu'au niveau national, la classe politique a une image tellement mauvaise, tellement corrompue, qu'elle efface, si vous voulez, les 53% positifs au niveau de la commune. Ça, j'entends. Après, je pense que le mot corrompu, il est hors de propos. Je ne crois pas que les Français considèrent que leur classe politique soit corrompue. Qu'ils n'aient pas confiance en nous, c'est une chose. Qu'ils pensent en grande majorité qu'on soit corrompu, je ne le crois pas et j'en suis même sûre. Mais il y en a quand même qui sont corrompus. On peut notamment citer l'exemplaire Patrick Balkany et consorts. Vous trouverez toujours des cas, et c'est exactement comme dans l'univers économique. Maintenant, moi, je pense que c'est encore plus condamnable, encore plus critiquable, parce que justement, nous agissons pour le bien commun, nous agissons pour l'intérêt général, et puis nous représentons des citoyens. Et quand on est élu, vous savez, je suis juriste, on détient un mandat. Détenir un mandat au sens premier du terme, c'est agir pour quelqu'un d'autre. C'est pas agir pour soi. Vous agissez pour les citoyens. Nous agissons pour la nation dans l'intérêt commun. Donc cette responsabilité qui est la nôtre appelle un devoir d'exemplarité, à mon sens, extrêmement élevé. Mais c'est justement pour cette raison que la première grande loi de notre mandature et du quinquennat, c'est la loi dont vous avez parlé pour la confiance dans la vie politique, parce que nous sortions justement d'affaires qui ont pollué la campagne présidentielle et nous avions bien justement à l'esprit plusieurs choses. D'une part, qu'il fallait vraiment que ce souci d'exemplarité, il soit réaffirmé très fortement. Donc c'est quelque chose de fondateur pour notre majorité, pour ce que les hommes et les femmes politiques que nous sommes devenus, de dire voilà, cette loi, elle nous correspond. C'est vraiment ce qui nous fonde. Après, nous avons interdit un certain nombre de pratiques très concrètes. On n'emploie plus ses enfants, sa femme, son père ou sa belle-mère. On a strictement encadré les conflits d'intérêts. On a réduit la possibilité de faire des activités concurrentielles. On a fait une transparence sur nos collaborateurs, sur les conflits d'intérêts, etc. On a chose qui était vraiment pas évidente, on a encadré nos frais de mandat. Ces frais de mandat, on a dit, nous, mais comment se fait-il? Ça, on n'en revenait pas, même pour tout vous dire, dans les couloirs, on disait, mais comment ça se fait? On justifie pas nos dépenses? Ça nous semblait aberrant. Donc depuis qu'on est là, tenu d'une comptabilité avec justificatif des dépenses. Ça paraît évident pour toute personne qui vient du secteur privé, ça n'était pas le cas jusqu'en 2017 à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Alors, donc, pourquoi je lisais un article du Monde qui était très intéressant sur cette loi exactement, et en effet c'était une loi qui était très importante. Cet article du Monde disait que cette loi elle aurait pu rentrer dans l'histoire si elle avait fait sauter le verrou de Bercy. Pourquoi on n'est pas allé au bout de la logique? Alors ça, c'est typiquement une polémique, je trouve, qui est une réflexion qui n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce qui se passe? Très très rapidement sur le verrou de Bercy. La loi est présentée donc par le gouvernement et compte tenu des élections législatives qui interviennent postérieurement, elle est examinée en premier au Sénat. Le Sénat, donc la suppression du verrou de Bercy ne figure pas dans la loi initiale parce que ça n'est vraiment pas l'objet de la loi. On n'est pas dans le champ. Les sénateurs décident de mettre un amendement encadrant, pas supprimant, encadrant le verrou de Bercy. C'est un vieux marronnier du Sénat. C'est les amendements du Sénat et de certains collègues à l'Assemblée sur le verrou de Bercy. Ça fait des années et des années qu'il y en a, donc c'est un vrai sujet. Nous, ce que nous disons, c'est
Oui, le verrou de Bercy, c'est un vrai sujet, mais deux, il ne se traite pas comme ça, par voie d'amendement, dans un texte qui n'a pas pour objet un sujet fiscal, et c'est un sujet suffisamment important pour justement devoir s'y atteler de façon approfondie. Donc, on n'enterre pas du tout le truc, on dit, c'est un sujet important, mais deux, il se traite pas comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Moi, je l'annonce au banc. Je dis, il faut, sur ce sujet-là, faire une mission d'information. Mission d'information conjointe, commission des lois, commission des finances. Parce que j'avais vu, avec Éric Woerth, président de la commission des finances du groupe Les Républicains, je lui avais demandé s'il accepterait qu'on mène une mission conjointe, ce qu'il avait accepté immédiatement en me disant, effectivement, c'est un sujet, traitons-le. Donc on a fait une mission, on n'a pas enterré le sujet, on a fait une mission qui regroupait 18 membres de nos deux commissions, regroupant tous les groupes politiques qui ne traitaient uniquement du verrou de Bercy. Cette mission a abouti à des conclusions communes de réaménagement profond du verrou. Conclusions communes adoptées par tous les groupes politiques, de la France Insoumise à l'UDI en passant par le PS, etc. Ces conclusions ont été intégrées dans la loi sur la fraude présentée par M. Darmanin au printemps dernier, ont été votées à l'unanimité de notre Assemblée et sont entrées en application. Donc moi, j'appelle ça justement travailler de façon vraiment pertinente, intelligente, consensuelle, parce qu'on a créé les conditions du consensus sur ce sujet-là, consensus parlementaire avec le Sénat, au sein de tous les groupes politiques et avec le gouvernement. Mais je trouve que ça, c'est une belle façon de réformer. Alors, c'est pas un coup politique, c'est pas un amendement qu'on dépose comme cela, ça prend plus de temps, mais au moins, on crée les conditions d'un vrai travail de fond, serein, consensuel. Et moi, je pense que il faudrait faire plus souvent comme ça. Ça prend un peu plus de temps, mais je pense que vraiment, tout le monde y gagne. Merci beaucoup Mehdi donc pour cette partie donc consacrée à la moralisation de la vie politique, et de toute manière on risque encore d'en parler au moins pendant 5 ou 10 ans, pendant les 5 ou 10 prochaines années. On accueille à présent dans ce podcast Jean Massier. Bonjour Jean. Bonjour. Alors Jean Massier, vous avez 31 ans, vous êtes 30 ans. 30 ans. Bon, je vous vieillis. On s'en fout à ce quelque niveau-là, peu. 31 ans cette année en tout cas. Ouais. Et vous êtes le fondateur d'Acropolis. Ouais. Acropolis, c'est quoi? C'est une chaîne de streaming en ligne qui commente la politique en direct, comme on commenterait finalement un match de foot ou de tennis. Micro-casque sur la tête et images palpitantes à l'écran, cela combiné aux réactions de vos spectateurs sur la plateforme Twitch. À ce jour, votre chaîne YouTube, elle, comptabilise près de 250 000 abonnés, 247 000. 25 000 abonnés. D'accord. Merci d'avoir ajouté un zéro, c'est super sympa. Je grandis votre âge, etc. Fantastique. 250 millions, vas-y. Et le 19 février dernier, Léa le disait en début d'émission, vous avez organisé votre grand débat, le décathlon. Le débatton, le grand débatton. Un grand débat donc réunissant près d'1 millier de téléspectateurs au cumul. 500 000. Mais je t'en prie, il y a pas de souci. On n'est pas bon. Ah non, c'est pas facile les chiffres, je sais. On la fera. Alors, un demi-million de spectateurs sur la journée entière et jusqu'à 10 000 en pic en simultané. Mais... Avec 9 ministres. Avec 10 ministres au total, dont le premier d'entre eux, Édouard Philippe, qui est venu pour la première fois, un chef de gouvernement en exercice est venu en direct sur Internet échanger avec des jeunes. Alors comment vous avez abordé ce grand débat du coup quels ont été les retours qu'ont pu vous faire votre auditoire, Jean? Il y avait plein de retours. Il y avait des retours évidemment sur le fond et la forme du grand débat, avec beaucoup de suspicions, beaucoup de gens qui y allaient à reculons. Les jeunes sont pas très différents des vieux. Quand il s'agit de critiquer l'opération du grand débat, on entend les mêmes critiques qui reviennent assez souvent, la méfiance, l'opération de com du gouvernement. Ça qui sont de toute façon des critiques qu'on aurait entendues quelle que soit la formule du grand débat. Donc à la limite, prenons-la pour ce qu'elle est, et c'est pas très grave. Il y avait aussi des critiques qui étaient surtout de la méfiance, en disant oui, non mais très bien, mais pourquoi faire? Ça va servir à quoi tout ça? Et faute d'un engagement très fort du président de la République et ou du gouvernement d'entrée de jeu, ça motive pas beaucoup les troupes à aller participer à un grand débat. J'ai entendu beaucoup de gens me dire, moi j'irai grand débattre le jour où on m'assurera que ce que j'y dirai servira vraiment à quelque chose et pas juste à m'écouter ou à servir les intérêts du gouvernement, etc., etc. Donc voilà. Ceci étant, on a aussi eu des retours assez positifs de jeunes, de citoyennes, de citoyens qui nous ont dit que ça fait du bien de se parler du fond une fois de temps en temps.
Parce que le drama sur les chaînes d'information continue, ça va 5 minutes, mais qu'il y a un moment, il faudrait bien qu'on parle de service public. Il faudrait qu'on parle un petit peu de transition écologique. Il faudrait qu'on parle un peu de citoyenneté. Il faudrait qu'on parle un petit peu de handicap. Enfin, en gros, tous ces sujets-là, dont on a l'impression d'être totalement dépossédés, probablement en grande partie à cause du système médiatique, mais c'est très facile de pointer les responsabilités que dans une direction. Probablement, on est tous coupables à notre niveau. Voilà, j'ai aussi entendu des retours de gens qui m'ont dit, on sent qu'il y a un truc à bouger avec ce grand débat. Et notamment une attention particulière pour nous, les citoyens, nous qu'on n'écoute vraiment jamais, ou alors trop tard, effectivement, pour ou contre à la fin, à la toute fin. Et du coup, c'était assez intéressant. On a vu des changements de posture, on a vu des citoyens accepter de jouer le jeu, d'aller parler directement avec un ministre, ce qui pour beaucoup d'entre eux paraissait inaccessible. Un ministre, on parle pas avec un ministre, on l'écoute nous parler. Et ben là, il y a des ministres qui viennent dire mais je vous écoute. Et ça, c'est un peu déconcertant pour certains citoyens. Donc voilà, un changement dans la méthode, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Effectivement, c'est un tournant dans notre vie politique et il s'est passé quelque chose au cours de ce grand débat. Oui. Léa. Merci beaucoup. Alors effectivement, c'est une remarque très intéressante. On en parlait initialement en tout début d'émission, Madame la Présidente. Quelle est votre perception par rapport à ce que Jean vient de décrire ? Mais je suis assez d'accord. En fait, vous voyez, moi, j'ai accueilli à Sartrouville le Premier ministre qui est venu. C'était son premier débat avec les citoyens. Et quand les gens ne savaient pas qu'il allait venir, et on avait commencé le débat, donc on écoutait ce que les citoyens avaient à nous dire. Et puis le Premier ministre est entré dans la salle. Et on a entendu des gens qui commençaient à protester en disant mais non, moi je suis venu pour parler, je suis pas venu pour l'écouter. Non, ça m'étonne pas. Et puis, mais le Premier ministre s'est assis à côté de moi, et puis il a pris un carnet, il a pris un stylo, il a pas dit un mot. Vous voyez, il s'est assis. Ouais. Il a ouvert son carnet, et puis là, les gens continuaient à parler. Et en fait, ce petit bruissement qu'on avait pu entendre et percevoir, vous voyez, quand il est arrivé un petit peu de mécontentement, en fait, c'est tu tout de suite parce que, justement, ils ont senti qu'il était dans cette attitude d'écoute. Et moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant dans ce grand débat, c'est la modification de la posture du décideur public. C'est ce que je trouve fondamentalement le plus intéressant. Parce qu'encore une fois, je le dis, et c'est particulièrement vrai dans les jeunes générations, moi, les jeunes me disent, les politiques, c'est des vieux en costard qui me parlent avec un langage que je comprends pas. Mais c'est pas des gens qui m'écoutent, c'est pas des gens qui me comprennent, etc. Donc le divorce se fait aussi simplement dans la posture. C'est des choses très simples, mais le pupitre, l'écharpe, c'est toutes ces choses-là qui montrent que l'élu, ou le décideur public au sens plus large, il est ailleurs, il vit dans un autre monde qui est pas le mien. Et effectivement, le grand débat a modifié ces structures-là, et on a vu effectivement des décideurs publics s'asseoir, prendre un carnet et noter ce que disaient les citoyens. Et ça, rien que cette modification de posture-là, est, je pense, quelque chose d'assez symptomatique d'une évolution plus profonde de notre démocratie, et qui va vers quelque chose que je l'espère un peu mieux. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'à mon sens, le grand débat est un succès. Ce qui fera ou pas du grand débat, c'est la suite. Et donc j'attends avec impatience les annonces du président de la République et du Premier ministre demain matin au CESE pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de la suite du grand débat, à quoi tout ça va servir. J'espère de tout mon cœur qu'on aura un référendum, une assemblée citoyenne tirée au sort, qu'on aura des institutions qui vont bouger. Voilà, j'espère que les vraies leçons du grand débat vont être tirées. Mais surtout, ce que j'espère, c'est que ce grand débat ne va pas se terminer et ensuite on va revenir à la politique d'avant, la politique à la papa. Et ça, ce serait dramatique, ce serait désastreux. Alors ça, les Français, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment que ça marque le tournant. Il faut que ça marque un tournant et qu'on n'en revienne pas. On change de façon de faire. Après, moi j'entendais parfois une impatience et dire mais on veut pas débattre, on veut des solutions ou on veut tout de suite des mesures. Et là, moi je trouve que encore une fois c'est paradoxal parce que finalement on veut être pris en compte, on veut être entendu et en même temps on demande des mesures immédiates. Mais justement, ces mesures immédiates, elles dénotent d'une verticalité. C'est voilà, je dis quelque chose et c'est appliqué. Et ça, c'est dommage parce que justement, ce que j'entends plus du débat, c'est on veut construire des solutions avec vous, on veut réfléchir ensemble, etc. Et c'est ça qu'il faut qu'on saisisse tous. Et là, on a une responsabilité, que ce soit les citoyens, les corps intermédiaires ou les politiques, pour en faire quelque chose, pas déceptif là pour ce grand débat, absolument. Et puis de durable ensuite. Mais c'est vrai que pour le coup, ça implique un changement majeur, mais pour toutes les parties prenantes du débat, toutes sans exception. C'est-à-dire effectivement, les hommes et les femmes politiques doivent évoluer dans leur posture et arrêter de donner des leçons, en gros, faire simple, arrêter ce côté vertical descendant. Il faut aussi que les citoyens acceptent de justement venir débattre et pas simplement d'attendre qu'on prenne des décisions qui vont dans le bon sens. Non, il faut aussi les construire. Il faut sans doute que les corps intermédiaires évoluent aussi, parce que eux aussi participent de cette démocratie un peu vieillissante, représentative, traditionnelle et tout. Il faut aussi que les médias apprennent à traiter différemment la question
question des débats et que les grands clashs organisés sur les plateaux de télé, c'est un peu passé, c'est pas passé de mode, mais ça correspond à une ancienne génération de la politique. Et maintenant, il faut aller trouver quelque chose d'autre. Donc, on a tous et toutes notre part de responsabilité dans l'évolution qui est en cours. Et je trouve que ce grand débat, à défaut d'avoir été spectaculairement une réussite, aura au moins permis de nous montrer chacun nos petites limites dans tout ça. Et donc j'espère que chacune et chacun en tirera les leçons et qu'on se dirigera de plus en plus vers une démocratie plus participative, plus inclusive, peut-être plus calme, je ne sais pas, je suis pas là pour donner des bons et des mauvais points à chacun, mais voilà, mais pareil, il y a des gens qui sont très attachés à la démocratie du clash et de l'affrontement. La manif tous les week-ends pour dire qu'on est contre le gouvernement, ça peut être un modèle de démocratie. À titre personnel, je suis pas super favorable parce que je trouve ça un peu stérile, mais c'est un point de vue et je dis ça alors même que j'ai grandi en politique avec des manifs. Je trouve qu'on gagnerait tous au XXIe siècle à penser un peu différemment, y compris nos manières de nous opposer les uns aux autres. Mais donc voilà. Mais la manif reste utile. Moi, je trouve que c'est Bien toujours. sûr. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir différentes façons de s'exprimer, différentes modalités. Il y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Mais c'est vrai que réussir à se mettre autour d'une table, de discuter, d'échanger, de construire des solutions ensemble, c'est merveilleux. Et c'est pas simple. Et c'est pas simple. Mais ça permet aussi aux gens de se rendre compte de la complexité des choses, que c'est toujours difficile de réconcilier les contraires, que rien n'est facile en politique, dans la décision politique, dans la décision publique. Et je pense que ça aussi, c'est parfaitement sain qu'il y ait cette prise de conscience qui ait pu s'infuser dans la société à l'occasion de ce grand débat. Qui, pour moi, est un grand succès en termes de participation. On a quand même vu les citoyens s'investir sur tous les territoires, dans toutes les situations, et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Mais ce que vous avez dit aussi est intéressant sur la plurimodalité du débat. Un débat, ça n'existe pas. En fait, il y a des débats, il y a des manières de faire, et je trouve ça plutôt bien pour le coup, même si ça a été fait dans la précipitation avec beaucoup de flou à Noël dernier. Mais voilà, on a eu une plateforme numérique, il y avait même eu un téléphone, il y a même eu des réunions au niveau local, des grandes réunions au niveau national, les partis politiques, les syndicats qui se sont saisis pour certains d'entre eux du grand débat en disant tant qu'à faire, nous on va faire notre proposition à nous, notre manière à nous de voir les choses. Très bien. Que ce soit pris en compte ou pas, à la limite, j'ai presque envie de dire peu importe. Ce qui compte, c'est que chacun ait eu l'occasion, au moins une fois, de s'exprimer. Pratiquement comme une élection, en fait. Une élection où chacun présente ses réformes, ce qu'il proposerait, son projet. Et il est élu, pas élu, peu importe. Ça permet simplement à tout le monde de faire un point à un instant donné et de dire, OK, comment on voit les choses. Et ben moi, cet état d'esprit-là, je voudrais qu'il ne s'arrête jamais. Et donc, je ne veux pas que le grand débat s'arrête le 15 mars. J'aimerais bien que on nous annonce que, d'une manière ou d'une autre, ça va continuer, quel que soit le format, l'institution. Voilà, faut trouver des solutions. Mais vous voyez, à l'occasion de ce grand débat, le CESE, par exemple, a initié une section avec des citoyens tirés au sort. Absolument, il rendra ses conclusions demain matin. Et donc ça, c'était une expérience intéressante. Et moi, j'ai échangé avec le président du CESE à cet égard. Et justement, on se disait, faut essayer. Faut pas avoir, en fait, d'idées préconçues sur ça doit être tel canal qui doit être utilisé ou tel autre. C'est ça la façon de faire et tout ça. Je pense qu'au contraire, il faut être très ouvert. Il faut essayer des choses. Il faut pas avoir peur d'être innovant, etc. Un peu cet esprit start-up. Vous voyez, on n'est jamais sûr que ça marche. Mais en revanche, il y a une chose dont on est sûr, c'est que si on n'essaie pas, ça marchera pas. Et ça, c'est vrai. Alors, je suis d'accord avec vous. Il y a quand même dans la sphère publique en France un problème avec l'innovation. On ne sait pas oser se casser la gueule. Et oui, parfois on se casse la gueule, mais ça fait partie du jeu. Et voilà. Et donc c'est vrai que là, pour le coup, il y a eu une prise de risque de certaines institutions. Vous parliez du CESE, c'est vrai. D'autres. Moi, j'ai accueilli la moitié du gouvernement sur un plateau Web TV. C'était un risque pris pour eux parce que jamais personne l'avait fait avant. Ils étaient morts de trouille. Mais tant mieux. Ça a réussi. Ça aurait pu échouer aussi, peu importe, on aurait rectifié le tir, mais voilà, donc effectivement, c'est dans ces moments-là qu'il faut effectivement oser prendre des risques, changer ses manières de faire, et apprendre en marchant, en avançant, apprendre en avançant, et tirer le son de tout ça. Donc j'espère qu'on prendra de manière assez sage collectivement les leçons de ce grand débat, pour l'améliorer, qu'il y en aura une version 2, une version 3, une version 4, et puis qu'un jour on parlera même plus de version parce que ça sera parce la que politique. ça infusera notre vie politique à tous les niveaux, encore une fois. Moi, je pense vraiment qu'il faut pas oublier le niveau local. C'est extrêmement important. Et moi, je pense que ce grand débat fait aussi peser sur nous une responsabilité immense, parce que justement, vous l'avez décrit, mais il y aura une grosse attente. Et il y a une grosse attente que ça ne soit pas quelque chose en l'air. Et donc, il faudra en tirer les conséquences sur la forme et sur le fond. Forme sur ces modalités de participation qui doivent devenir durables, et sur le fond que
les débats qui ont été ouverts sur certaines thématiques induisent des changements de politique, induisent des réformes, etc. Et il faut donc voilà, on a cette double responsabilité, mais voilà que au sein de la majorité, on ressent très clairement comme étant très lourde et on en est pleinement conscient. Mais oui, mais au niveau de l'opposition aussi, parce que chacun est paradoxal dans ses positions, mais l'opposition, elle aussi, parfois, a beau fustiger le grand débat, en fait, elle est d'accord sur le fond du fond de ce que c'est. C'est-à-dire qu'il s'agit de demander aux gens ce qu'ils en pensent, in fine. Et ça, majorité opposition, j'espère que tout petit démocrate qui sommeille en nous est d'accord avec cette idée assez simple, en fait. On va se mettre autour de la table. On voit bien dans les municipalités, quelle que soit leur couleur politique, ont organisé très naturellement des débats, ouvert des cahiers de doléances. Tout le monde a joué le jeu, mais parce que tout le monde est citoyen et tout le monde comprend la nécessité de s'exprimer. Absolument. Il y a aussi finalement quand même ce côté le fond et la forme, parce que du coup c'est vrai qu'on le disait, il faut que cette perspective du grand débat se prolonge, que cette idée effectivement de débat plus permanent et plus récurrent avec les citoyens se prolonge. Il y a peut-être du coup une nouvelle manière de faire de la politique chez les députés qui va s'instaurer, justement en prenant plus en compte de manière récurrente les idées des citoyens, comme certains députés ne le faisaient pas par le passé, non ? Alors oui, vous avez raison, il faut que la pratique évolue aussi chez nous, et bien sûr, il faut toujours balayer devant sa porte. Maintenant, la pratique quand même, depuis cette mandature, a beaucoup évolué. Vous voyez, moi, sur ma circonscription, je fais des réunions publiques très régulièrement. J'ai dû en faire déjà 7 ou 8 depuis que je suis élue. On m'avait dit, il y aura personne dans tes réunions publiques parce qu'il n'y a pas besoin de voter, etc., donc ça n'intéressera pas les gens. Alors c'est vrai que c'était pas un débat, puisque dans mes réunions publiques, c'est plutôt moi qui m'exprime, et il y a une séance de questions-réponses, mais les gens viennent dans mes réunions publiques. Après, je sais qu'il y a beaucoup de députés, et pareil, de quelle que soit leur couleur politique, qui organisent des cafés citoyens, qui organisent des réunions avec des associations, etc., sur telle ou telle thématique. Et donc, je pense quand même que, voilà, c'est dans l'air du temps, en fait. Le grand débat est une manifestation de cela, mais voilà, c'est dans l'air du temps depuis plusieurs mois, voire années, et tout le monde en a conscience de cette soif de participation. Alors après, voilà, faut bien l'appréhender pour la satisfaire. C'est dans l'air du temps et ça évolue très très vite. Effectivement, on a vu en quelques mois beaucoup de choses changer. Je me souviens de la première génération de députés En Marche qui venaient d'être élus en 2017, et il y en a quelques-uns parmi eux qui sont venus me voir en me demandant comment je fais pour communiquer sur Internet, comment je fais pour communiquer. Et je leur disais toujours, arrête de chercher à communiquer, t'as rien à dire, t'as surtout à écouter. Et donc il faut que tu trouves les moyens Internet peut te servir à ça, et c'est important, mais sois innovant dans ta manière d'imaginer une manière surtout de donner la parole aux gens et d'écouter. Et effectivement, j'en ai vu beaucoup commencer par mettre en place des trucs bien communicationnels à l'ancienne, le bon vieux tract avec la photo bien léchée et la chaîne YouTube bien verticale descendante, et au fur et à mesure du temps, pour certains d'entre eux en tout cas, évoluer, effectivement mettre en place des choses qui, il y a encore quelques années, étaient impensables. Un café citoyen, un député qui dit aux citoyens pratiquement venez m'engueuler, venez discuter. Avant c'était pas ça. Avant, c'était venez m'écouter. Asseyez-vous sur la chaise en plastique, je vais prendre la parole pendant 1 heure, vous dire ce que je pense, et vous allez m'applaudir à la fin. C'était ça, la politique à la papa, celle d'il y a encore quelques quinquennats seulement. Donc voilà, les choses évoluent vite, et j'en reviens à ce que je disais effectivement tout à l'heure sur l'évolution de la posture d'élu, qui est moins un sachant qui, du haut de ses convictions et de la validation par l'onction du suffrage universel, connaît la vérité et le vrai et le bon et le juste, et on est plus vers effectivement un rôle quasiment d'animateur du débat public. Mais du coup, ça implique de redescendre un peu de son piédestal parfois, ça implique de se mettre à l'horizontale avec les citoyens, en leur demandant et vous en pensez quoi, parce que je dis ça, mais vous en pensez quoi, enfin voilà. Après, c'est aussi quelque chose que l'on porte dans la réforme institutionnelle. C'est le fait de ne pas être des professionnels de la politique, le fait d'imposer le non-cumul dans le temps, va faire aussi ça. Parce que moi, je suis très frappée d'une chose, c'est que il y a 1 an et demi, avant d'être élue, quand je faisais campagne au marché, dans la rue, les gens me disaient « Ah, c'est formidable, enfin on va avoir un député, une députée qui nous ressemble, qui est issue de la société civile, qui est comme nous, qui a les mêmes problèmes que nous. » Le lendemain de mon élection, je n'étais plus la personne qui était comme eux. Vous voyez ce que je veux dire? Le lendemain, j'étais, ça y est, vous êtes les politiques, vous êtes tous pareils.
Pour rire en une nuit, oui. Pour rire et en même temps, on me dit, bah non, Ouais, je n'ai pas changé. Et vous voyez, ça, c'est très paradoxal aussi. Mais voilà, il faut. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, sur l'évolution. Vous avez raison de pointer le fait que la fin du cumul des mandats a déjà en soi été une évolution majeure dans la manière dont on fait de la politique, et que j'espère effectivement qu'on ira vers la fin du cumul dans le temps. J'espère qu'on ira, et c'est très bien qu'on soit allé vers des choses comme l'abolition de la réserve parlementaire, ce genre de trucs qui heureusement appartiennent au passé. Ça viendra à l'idée de personne de la remettre. Pourtant, ça a été dur de la supprimer. Les débats ont été, mais des mandats, les vieux éléphants qui n'en pouvaient plus. L'idée, je vais perdre mon mandat, mon écharpe, quelle horreur. Parce que, voilà, donc tout ça, c'est des combats. Ça paraît bête, hein, parfois. On a l'impression de se battre pour des détails, mais qui en fait sont symptomatiques d'une vieille manière de faire de la politique. Et bon, on va continuer à ramer contre le courant, mais on y arrivera petit à petit. Oui, sauf que le courant va s'inverser et qu'il ira avec nous. J'en doute pas. Et dans ce grand débat, peut-être également faire attention à garder les pieds sur terre également dans les propositions que peuvent vous faire les citoyens. On le sait, il y a toujours quand même beaucoup de propositions un petit peu utopistes qui peuvent être faites sur le plan mais les citoyens eux-mêmes en fait ont conscience de ça, et c'est beaucoup plus intéressant à écouter que ce qu'on pense. Et moi, je vois des débats entre citoyens, j'en ai vu un paquet, un citoyen qui propose un truc complètement tiré par les cheveux utopiste, et c'est pas un politique qui lui répond, c'est son voisin qui est aussi citoyen que lui qui fait non mais d'accord, mais tu déconnes là, on peut pas faire ça. En même temps, il n'est pas interdit de rêver en politique. Et je trouve que voilà, d'avoir des trucs comme ça qui parfois semblent complètement irréalistes. Parfois, quand on y réfléchit, ils sont un peu moins irréalistes que la première impression. Absolument, et chacun évolue un peu dans son sens. Donc, mais dans l'absolu, il faut quand même rester pragmatique. Non. Oui, il faut rester pragmatique dans le sens où il ne faut pas avoir d'idées préconçues sur chaque sujet. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Oui, voilà, c'est le pragmatisme, c'est une posture d'écoute et d'ouverture. Voilà, et moi-même, d'ailleurs, j'ai évolué sur certains sujets à titre personnel, parce qu'au début, je trouvais que c'était des trucs un peu tirés par les cheveux. Mon côté ancien étudiant en droit constitutionnel qui sait un peu mieux que les autres comment ça marche. Et non, c'est vrai que j'ai entendu des arguments très intéressants sur le vote blanc, sur l'abstentionnisme, des choses qui m'ont un peu fait bouger à titre personnel. Et tant mieux, en fait, je suis très très content de ça. Et moi, je trouve ça génial quand à peu près tout le monde s'improvise expert en droit constitutionnel et qu'on discute de modalités de vote, d'organisation, de vote blanc, etc. C'est super intéressant. Et c'est ça, la politique, en tout cas dans une démocratie et telle que moi je l'aime, c'est la politique de la participation de chacun à la réflexion collective et donc de l'enrichissement individuel de tous. C'est pour ça, vous voyez, quand je parlais de forum de la République, alors voilà, c'était ça que j'avais à l'esprit. C'était cette idée de se dire, voilà, faut vraiment que la République ait un lieu de débat. De dialogue. Mais bon, pour le coup, j'ai l'impression qu'on est assez d'accord. Il y aurait d'autres députés autour de la table qui nous auraient dit, mais vous êtes gentils, mais votre délibération perpétuelle, là, ça sert à rien. À un moment, il faut prendre des décisions. Il y a aussi d'autres manières d'envisager les choses. Après, c'est pas forcément concurrentiel. C'est vraiment des niveaux différents et des temporalités différentes. Il s'agit vraiment pas d'opposer les citoyens à leurs représentants, etc. C'est vraiment pas ça ce que j'ai à l'esprit. Mais en revanche, avoir des lieux, plutôt avoir vraiment le lieu de débat, qui est le lieu pour les citoyens, pour la société civile organisée, les syndicats, les associations, etc. Après, il y a le lieu de la décision politique. Là, pour le coup, cette décision politique, elle incombe aux représentants que nous sommes, parce que nous représentons la nation, nous avons été élus démocratiquement, nous avons, voyez, cette représentativité qu'aucun groupe, finalement, qu'il soit... Après, voyez, n'a pas. La prise de décision aussi qu'il faut faire évoluer. Voilà. J'espère que le CESE va avoir son mot à dire dans le processus législatif. Ou pas lui, voilà. Moi, je suis beaucoup plus réservée sur cela, mais je pense que le CESE peut avoir une belle place, mais pas au niveau pas dans le processus législatif. Non. Bon, moi je trouve que si. Mais voilà, mais ceux qui nous écoutent peuvent aussi y réfléchir et nous dire ce qu'ils en pensent. C'est extrêmement intéressant. Exactement ça. Parce que ce qui est formidable, c'est finalement on s'est rendu compte qu'il y avait toute une partie de la population dans ce grand débat qui en réalité était passionnée par le débat politique, par ce forum, cette agora politique, parce que forum, on a oublié que c'est pas uniquement ce terme péjoratif qui permet d'aller sur internet et de discuter de manière anonyme. Non, le forum c'est aussi se retrouver, que les citoyens se retrouvent ensemble pour discuter autour de tous ces sujets. Voilà donc en tout cas ce qu'on pouvait dire, je pense aujourd'hui donc sur ce grand débat, le grand débrief, la moralisation de la vie politique, et puis donc on était, je le rappelle, donc avec Yael Braun-Pivet, députée des Yvelines, et Jean Massier, qu'on peut retrouver donc sur acropolis.fr. Très bien. C'est donc là-dessus que nous terminons ce 5e numéro du Polititalk. Je remercie également donc Léa qui m'a aidé aujourd'hui à la présentation de cette émission, Andreas qui a dû nous quitter un petit peu plus tôt, qui était là pour le CV, et puis je remercie également Mehdi Chic. On se retrouve très bientôt pour un 6e numéro du Polititalk. Salut à tous.